cette version de Scooby-Doo 2 est drastiquement différente de toutes celles que j'ai pu voir précédemment. Mais c'est toi qui veux que je revoie ce film en fait. Mais pourquoi celui-ci particulièrement? Je veux dire, le spectre cinématographique américain de cette époque est si vaste. L'âge d'or hollywoodien est une ère qui succède à la création d'Hollywood. Ne me remerciez pas surtout. C'est dans les années 10 que le quartier alors vide de Los Angeles devient le centre de production cinématographique principal des États-Unis. La légende voudrait que les studios fuyaient Edison, qui souhaitait le contrôle complet du cinéma et qui produisait sur la côte Est. Mais en réalité, c'est l'ensoleillement constant, indispensable pour les pellicules peu sensibles de l'époque, et les paysages nombreux de la Californie, permettant une grande variété au moindre coût, qui attira les producteurs et les fit s'installer définitivement. Les films s'enchaînent, les stars apparaissent, les budgets explosent et on arrive rapidement à l'usine à gaz que l'on connaît aujourd'hui, capitale mondiale du cinéma. 20 ans plus tard, rien ne s'est arrêté, bien au contraire. Les majors, les 5 plus grands studios de l'époque, ne cessent de produire, parfois même à perte, au début de la décennie 1930, mais finissent par conquérir complètement le marché international. À l'heure de la Grande Dépression et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma, maintenant rendu entièrement sonore, bat son plein et livre une pléthore de films plus classiques les uns des autres. Frankenstein ou autre Dracula lancent les films de monstres, tandis que King Kong s'impose comme l'un des pionniers des blockbusters à effets spéciaux. Le Magicien d'Oz démocratise le Technicolor, de même que Blanche-Neige et les 7 nains, qui est le premier long métrage des studios Disney. La Chevauchée Fantastique, premier grand succès de la longue collaboration entre John Wayne et John Ford, réalisateur qui enchaînera l'année suivante sur Les Raisins de la colère, un autre grand classique de l'Amérique. Mais c'est aussi l'apparition du film noir avec le Faucon Maltais ou même Casablanca, traitant politiquement la guerre en cours que Chaplin avait déjà accusé auparavant avec Le Dictateur. Et bien évidemment, le classique de tous les classiques, par un grand homme qui révolutionna le cinéma en s'intégrant corps et âme dans son chef-d'œuvre encore cité parmi les meilleurs films, si ce n'est le meilleur, qui même à l'époque était déjà le plus grand succès de tous les... Merde. Parce que le plus grand succès, je pensais que c'était Citizen Kane. Dommage. Mais non, aujourd'hui dans Classics, je vous propose de revoir la plus grande histoire d'amour du 7e art. Bah, Billy? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Bon. Autant en emporte le vent. Autant en emporte le vent est un long métrage américain de 1939 réalisé par George Cukor. Ah pardon. C'est celui qui a commencé le tournage mais qui s'est fait virer par la production en cours de route. Et donc un film réalisé par Victor Fleming. Alors, c'est celui qui est crédité au générique, mais en réalité il était malade la moitié du tournage. Donc aussi en partie réalisé par Sam Wood, assistant de Victor Fleming. Et peut-être aussi l'un des chefs-op. Tout le monde quoi. Et c'est bien là une première caractéristique intéressante et essentielle à l'étude de ce métrage. Même si c'est Victor Fleming qui sera crédité comme réalisateur, la valse de cette dernier pose question sur l'appartenance d'un seul créateur au film. C'est bien entendu une interrogation que l'on pourrait généraliser à tous les métrages, mais ici c'est bien le producteur, le véritable organisateur du tournage. En effet, aux États-Unis, celui qui amène l'argent possède le film, car c'est lui qui prend les risques financiers et a donc un droit de veto très important, lui donnant le plein contrôle sur le métrage. Et Autant n'importe le vent ne déroge pas à la règle, puisque son producteur, David O. Selznick, démontre bien que c'est son film à lui, en étant la première image du film. Enfin, le premier carton, je vous rassure, il ne ressemble pas véritablement à une pancarte. Producteur légendaire, ayant notamment produit les premiers Hitchcock américains, il vient tout juste de débuter son travail de manière indépendante lors des années 30. Si son affaire était plutôt positive jusque-là, il passe un cap gigantesque en réussissant un énorme coup avec Autant en emporte le vent. Le film est un triomphe total, resté pendant près de 25 ans plus grand succès commercial du cinéma, étant toujours celui avec la plus grosse recette après correction de l'inflation, remportant 10 Oscars en 1940, dont celui du meilleur film, et étant encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. Peut-on encore douter de son statut de classique? Oui. Évidemment, un film existe pour son futur succès commercial, sans quoi l'industrie du cinéma serait sans industrie, et sans cette industrie, il n'y aurait pas de cinéma. Du coup, il y aurait plus rien en somme. Mais pour autant, est-ce la réputation du film qui prime sur le film lui-même? Mais dans le cadre d'Autant n'importe le vent, ça pose sérieusement question, puisque le fond du film pose sérieusement question. Mais qui a écrit cette connerie là? Pour commencer, Autant n'importe le vent est une adaptation d'un roman de Margaret Mitchell, sorti en 1936, qui fit un triomphe tant public que critique. Sentant le filon, ce fameux David O. Selznick rachète les droits et confie l'écriture du scénario à Sidney Howard, un scénariste bien en vogue à Hollywood, qui signera, pour la petite anecdote morbide, l'un de ses derniers films, puisqu'il décédera la même année que la sortie du métrage. Aucun lien entre la production et le décès, je tiens à vous rassurer, le type s'est simplement fait écraser par son tracteur dans son garage.
ce qui reste tout de même étonnamment précis. L'histoire du film, s'étalant sur près de 4 heures, nous décrit la vie de Scarlett O'Hara, une femme au caractère bien trempé, vivant dans le sud des États-Unis, véritable paradis ségrégationniste. La paix absolue de son état se voit soudainement menacée par la guerre de sécession, et un petit rappel de l'histoire s'impose puisque c'est quand même une part importante du film. La guerre de sécession est une guerre civile américaine se déroulant de 1861 à 1865, opposant les États confédérés au sud et les États-Unis, dirigés par Abraham Lincoln. Les conflits provenaient notamment d'une mesure phare que souhaitait mettre en place le nouveau président, l'abolition de l'esclavage. Les ravages que provoque cette guerre en termes de pertes humaines et de crises économiques et sociales sont énormes et se concluent par la reddition des États confédérés et l'abolition de l'esclavage. C'est un tournant extrêmement marquant de l'histoire américaine et c'est l'un des axes majeurs que développe Autant en emporte le vent, qui suit le point de vue de sudistes regrettant la douce époque de l'esclavage. Mais tout ça, c'est la fin de la première partie après 1h30 de film, donc revenons au début. La protagoniste est interprétée par Vivian Leigh, une actrice encore inconnue avant la sortie du film, mais qui sera instantanément propulsée dans le panthéon des actrices classiques du cinéma américain et ayant eu par la suite une carrière moins prolifique, mais parmi laquelle on compte tout de même un train nommé Désir. Son personnage, Scarlett O'Hara, est une jeune femme sûre d'elle, habitante de Tara, grande plantation de coton, propriété de sa famille. Tout le monde la drague parce que c'est apparemment la seule femme de la région et sans doute parce qu'elle en joue énormément. Pourtant, elle n'a Dieu que pour Ashley Wilkes, qui a le même charisme qu'un... qui n'a aucun charisme, et qui plus est semble très vieux, puisque Leslie Howard, l'acteur d'Ashley, avait 46 ans au moment du tournage, alors que le personnage de Scarlett est censé en avoir 16. Ça, c'est pas banal comme histoire d'amour. Enfin bref, ce mec préfère à la jeunesse sa cousine Melanie Hamilton, une jeune femme au premier degré absolu, beaucoup trop gentille par rapport au monde qui l'entoure, que Scarlett déteste, forcément, mais qu'elle va devoir se taper tout le film, en partie par sa faute d'ailleurs. Lors d'une fête chez le voisin, la nouvelle tombe, la guerre est déclarée. C'est à ce moment que Scarlett déclare sa flamme à Ashley, qui lui répond « Oui, moi aussi un peu, mais Mélanie, je l'aime un peu, tu comprends, arrête, je t'aime plus qu'elle, mais c'est ma cousine, donc... » Scarlett, dépitée par l'inceste de son grand amour, fait une rencontre tonitruante avec Clark Gable. Enfin ça c'est l'acteur. Le personnage se nomme Rhett Butler, mais finalement assez proche de son interprète. Dans le film, Rhett décrit comme un renégat, un goujat, un connard, et dans la réalité, Clark Gable était insupportable sur le tournage. Déjà, il gagnait 2 fois plus que le cast réuni, pour 10 fois moins de jours de tournage, ne pouvait pas blairer Vivian Leigh, ce qui est assez ironique au vu du film, et enfin fait virer George Cukor, le réalisateur originel. Un sacré bon gars. Et c'est absolument ma description, ça. En tout cas, on a ici les 4 personnages principaux, et on pourrait logiquement s'attendre à un triangle amoureux formidable et inextricable. C'est un rectangle. Sans diagonale et avec un côté de moins. Rhett aime Scarlett, qui aime Ashley, qui aime Mélanie, qui l'aime. Je vous avais pas menti, hein. Et en termes d'amitié, c'est tout aussi manichéen. Mélanie est amie avec tout le monde et Scarlett déteste tout le monde. Les relations sont donc très claires et ne vont jamais véritablement évoluer au cours du récit. La guerre déclarée, Ashley épouse Mélanie et part sur le front, tandis que Scarlett, désespérée, se marie avec le premier mec venu qui décède un carton plus tard. Encore un de ces hommes, pancarte. Pleurant plus ses habits noirs que son deuil, Scarlett se voit proposer par sa mère de partir à Atlanta chez Mélanie. Elle trouve l'idée merveilleuse car ainsi elle pourra retrouver Ashley lors de son retour. Son deuil ne dure donc pas très longtemps lorsqu'elle se retrouve à danser avec Clark Gable qui clairement a envie d'elle, ce qui n'a pas l'air de déranger Scarlett. Mais il refuse car lui veut plus que son corps. Il souhaite son amour. Ne t'en fais pas, Scarlett. Nous nous embrasserons dans exactement 27 pages. Les batailles faisant rage, Scarlett et Mélanie travaillent comme infirmières, ce qui dégoûte au plus haut point notre protagoniste exécrable, mais la guerre aux portes d'Atlanta et Mélanie au bord de l'accouchement la pousse soudainement à prendre des initiatives, enfin le film ayant commencé depuis 1 heure quand même. Mélanie enfante sans trop de soucis grâce à son aide et Scarlett convainc Clark Gable de les ramener à Tara. Cela produit ce qui est pour moi la meilleure séquence du film avec l'incendie d'Atlanta. Ils parviennent finalement à s'en sortir et Clark Gable décide de se sortir les doigts en allant à la guerre, volant au passage un baiser à Scarlett qui ne voulait pas vraiment, mais bon. Je t'avais pourtant prévenu, il y a de cela 27 pages, ma petite Scarlett. Ils arrivent à Tara, Scarlett tue son cheval car il lui cache la vue. Je tiens à dire que... je suis outré. Les esclaves ont fui, la mère de Scarlett est décédée et son père est devenu fou. Scarlett, désespérée, mange de la terre, puis jure qu'elle n'en mangera plus jamais. En même temps, c'est très con. En tout cas, c'est la fin de la première partie. Entr'acte. Une pancarte. Scarlett prend donc en main Tara, doit vivre le deuil de son père qui se tue stupidement à cheval et prend des initiatives de plus en plus poussées jusqu'à tuer un voleur. Et si ça n'avait pas été Scarlett, Mélanie était prête à l'affronter au sabre. Mais le film a complètement basculé là en fait. Et en plus, Scarlett est devenue ultra entreprenante, est enfin intéressante, et puis... Ashley revient. Oh non. Arrête, je t'aime plus qu'elle, mais c'est ma cousine. Oh non.
Après cette scène vue et revue, Tara doit faire face à des impôts très élevés. Scarlett s'habille donc avec un rideau et rend visite à Clark Gable, en captivité à Atlanta, qui a l'air de passer du bon temps avec ses geôliers. Vous vous rappelez de la fois où j'ai viré le réalisateur de ce film? Il refuse d'aider Scarlett car elle travaille. Du coup, elle épouse un mec qu'elle croise dans la rue qui devait épouser sa sœur, mais comme il fait de bonnes affaires dans le bois, elle l'épouse. Scarlett rembourse les dettes de Tara et reste à Atlanta à ne rien faire, redevenant dans le même temps le personnage fonction qu'elle avait mis tant de temps à faire disparaître. Attaquée par des esclaves affranchis, mais sauvée par un ancien esclave de sa plantation, Scarlett génère malgré elle des représailles sur ses ravisseurs par le Ku Klux Klan. Enfin, pas explicitement, mais c'est des mecs qui tuent des noirs habillés en blanc. En effet, Ashley, le mari Osef de Scarlett et autres personnages fonction reviennent de cette vengeance protégés par un alibi en béton monté de toutes pièces par Clark Gable. C'est dans le scénario, les gars. Les policiers ne cherchent pas plus loin et on apprend la triste nouvelle que le mari de Scarlett est mort, ce qui l'a fait boire uniquement pour faire croire qu'elle est triste. Son cas est bien plus désespéré que ce que je pensais. Mais Clark Gable, lui, est bien au courant de tout ça puisque... C'est bien simple, je sais tout. Il la demande en mariage et elle accepte, non pas par amour, mais bien pour avoir masse thune. Ils font une lune de miel fantasque, s'achètent une maison formidable, mais Clarky se rend vite compte que Scarlett préfère son porte-monnaie à lui, et ce malgré la naissance d'une petite fille que lui chérit énormément. Mais le point d'orgue est atteint lorsqu'Ashley et Scarlett sont vus en train de discuter ensemble et que la rumeur d'un potentiel adultère se propage. Alors que franchement, on les avait vu faire bien pire avant. Pourtant, Mélanie lui pardonne. L'histoire entre Clark Gable et Scarlett est de plus en plus tendue, jusqu'à ce que leur petite fille se tue en faisant du cheval, exactement comme le grand-père. Quel effet d'annonce. On les repère. Subtil. Pendant ce temps, la vraie héroïne de cette histoire est en train de décéder et dit à Scarlett « Mais meuf, il t'aime Clark Gable ?» Et donc le drame de ce film, c'est que Scarlett se rend compte qu'elle est véritablement amoureuse de Clark Gable 10 ans plus tard. Qu'est-ce que ton mari a à te répondre? Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Et bim! Mange ça, Scarlett! Papa! Scarlett est désespérée et vit des flashbacks très soudains, se dit qu'elle va retourner à Tara, et fin du film cette fois. Alors Billy, pourquoi tu voulais que je revoie ce film en fait? Oh non, tu reprends pas du début. Pourquoi Autant n'emporte le vent est-il un énorme succès? Alors franchement, vous avez encore besoin de moi pour que je vous l'explique? Donc là, comme j'ai pas de relance, bah on va dire que oui. Techniquement déjà, le film est impeccable et n'a pas vieilli. Enfin si, forcément il a un peu vieilli, mais tous les éléments cinématographiques tels qu'on les connaît aujourd'hui sont utilisés de manière contemporaine si je puis dire. J'entends par là que les codes qui régissent leur utilisation sont les mêmes que ceux qui habitent nos films modernes et répondent à une certaine forme de normalité cinématographique. Alors tout ça, ce sont des termes barbares que j'invente en direct pour vous dire que depuis les années 30, et donc l'apparition du son, il n'y a plus vraiment d'expérimentation technique à grande échelle. Encore une fois, je généralise, il y en aura toujours, bien évidemment, et on aura l'occasion d'y revenir. Mais des normes se sont formées rapidement, auxquelles nous sommes habitués, délaissant la phase de laboratoire expérimental auquel appartenaient les origines du cinéma. Et à partir de ce préambule, on peut affirmer sans mal que l'on fait face ici à un film classique. Je tiens à vous rassurer, ce n'est pas la fin de l'épisode. Car j'utilise classique dans son sens de tradition, duquel on qualifie notamment les films hollywoodiens classiques s'étalant sur une période des années 30 aux années 60, où les métrages respectaient majoritairement ces normes, imposées tacitement, mais aussi dans le cadre de respecter les codes de censure en vigueur. Hormis le fait que ces œuvres peuvent être considérées comme lisses, n'entrant pas dans des thèmes ou des images impropres pour leur époque, elles sont une part essentielle de la vision qu'on a du cinéma, et fait donc de ces œuvres classiques des films étonnamment assez contemporains. En tout cas techniquement, et c'est vrai ici pour autant en emporte le vent. Le montage est basique mais fonctionnel, servant l'intrigue efficacement, le son est utilisé simplement mais parfaitement, accompagné d'une musique marquante, quoique un chouïa trop orchestral signé Max Steiner, un compositeur essentiel dans le Hollywood des années 30-40, tandis que les cadrages créent énormément de symboles et d'images marquantes, et sont appuyés par une colorimétrie extrêmement expressive qui ajoute à la magnificence de l'ensemble. Donc tout est parfaitement appliqué. Par contre, Autant n'importe le vent n'a rien d'original. Et non Billy, même pas la couleur. La colorimétrie existe depuis quasiment toujours dans l'univers cinématographique, mais intervenait uniquement en post-production jusque-là. Soit en donner une teinte globale à la pellicule, soit en ajouter la couleur en peignant image par image. Ces deux techniques, soit trop simplistes, soit trop longues et donc chères à réaliser, étaient donc vouées à disparaître. Plusieurs procédés pour capter la couleur dès le tournage voient alors le jour, mais celui qui sera finalement utilisé sur le long terme, c'est le Technicolor. Il permet de capter distinctement les trois teintes primaires, le rouge, le vert et le bleu, pour les additionner ensuite afin de retranscrire les couleurs visibles par l'œil humain.
Si des essais ont lieu dès les années 20, il faut attendre la fin des années 30 pour avoir un succès franc du procédé. Avec Le Magicien d'Oz en 1939, déjà avec Victor Fleming à la réalisation, le Technicolor est quasiment diégétisé, contrastant un triste univers réel monochrome par un monde imaginaire ultra coloré où tout est possible. Et c'est terriblement triste pour Selznick, son film ne sortant que quelques mois après. Ce qui n'empêchera pas ces chefs-op d'avoir l'Oscar de la meilleure photo, mais... Sacré bougre. Sortant la même année, Autant en emporte le vent utilise la couleur dans un but plus symbolique. La réalisation du film détache plusieurs tableaux majeurs, duquel ressortent des idées fortes appuyées par une variation colorimétrique donnant une dimension supplémentaire aux émotions. La première partie à Tara est verdoyante et prospère. La deuxième se trouve dans des teintes terreuses, rappelant la poussière, et se concluant dans un brasier gigantesque tant physique qu'émotionnel. Tandis que la troisième, plus sombre, tente vainement de recouvrer la verdure passée, alors que le quatrième et dernier tableau mêle des couleurs froides, exprimant une nouvelle époque dans laquelle se mêleront les révélations, la passion et la nostalgie, pour finalement se refermer à la limite du monochrome. Et cette utilisation franchement réussie du nouvel outil colorimétrique atteint son apothéose au milieu du film lors de l'incendie d'Atlanta, qui clairement passé en noir et blanc perd de son attrait terrifiant et impressionnant. Bah, ça fait plus que de la lumière quoi. Mais cette scène est en réalité très ironique dans sa réalisation. Déjà pour produire l'incendie, tourné en studio, il a fallu mobiliser les 7 seules caméras Technicolor de la production, mettre à disposition énormément de personnes à la sécurité, autant pour les acteurs que pour le studio en général, et la légende raconte même que les habitants extérieurs au studio auraient appelé les pompiers en voyant la fumée. Mais la plus grande ironie là-dedans, c'est ce qui brûle. Alors cela pourrait être l'allégorie de tous vos espoirs, mais non, pas que. Il s'agit également d'anciens décors de cinéma. Autant en emporte le vent balaie littéralement le passé du cinéma. Les anciens décors de films se composent notamment de ceux de King Kong, ancienne coproduction de Selznick, jouant déjà sur des effets impressionnants et introduisant le grand spectacle à la limite du blockbuster, mais aussi, selon la légende, des décors d'intolérance de Griffiths. Et ça me fait une transition toute trouvée. Un carton! Retire ça tout de suite, Billy! Intolérance est un film réalisé par Griffiths en 1916, qui est une réponse directe à son métrage précédent bien plus connu, Naissance d'une nation, sorti en 1915. Ce dernier est un film extrêmement important dans l'histoire du montage, puisqu'introduisant à grande échelle des notions comme le montage parallèle ou alterné. C'était le plus grand succès de l'histoire du cinéma, avant d'être détrôné par Autant en emporte le vent. En extrapolant donc, détruire le décor d'une autre superproduction de ce réalisateur novateur symbolise le renouveau tonitruant du cinéma sur les traces du précédent qui l'enflamme avec une ardeur jusque-là inouïe. L'incendie d'Atlanta est autant un basculement interne à l'histoire du film qu'un tournant de l'épopée cinématographique dans sa globalité. Sauf que c'est complètement faux, bien sûr, ils ont tout brûlé parce que c'était pas cher et que ça servait plus à rien. Mais ça me permet de mettre en parallèle ces deux métrages qui sont très proches. Tenez, rien qu'au niveau de l'histoire. Naissance d'une nation se sépare en deux parties d'1h30 chacune. La guerre de sécession et la reconstruction nationale après les conflits. 3 heures durant lesquelles on suit le point de vue de sudistes qui voient leur monde s'effondrer, mêlés d'histoires d'amour et de Ku Klux Klan. Oh, c'est fou comme le monde est petit. Ces ressemblances entre les deux histoires sont assez normales en vérité. Comme je l'ai dit, la guerre de sécession est un tournant majeur de l'histoire culturelle et sociale des États-Unis, qui fait encore aujourd'hui de longs débats, voire des massacres. De loin, les deux films semblent donc emprunter la même voie. Ceci étant, Naissance d'une nation se préoccupe bien plus de la communauté sudiste dans son ensemble, contrairement à Autant n'emporte le vent qui s'attarde sur un seul personnage. Ce qui dans les deux cas est discutable. Notamment pour ce qui est de Scarlett. Dans le film de 1915, c'est particulièrement appuyé. Si la première partie reste tolérante et s'intéresse plus au conflit dans sa globalité, allant jusqu'à rejouer des scènes historiques, la seconde moitié emprunte un chemin discutable. En effet, le métrage dépeint une forme de dystopie, où la communauté noire prend le pouvoir et agit de manière déraisonnée, même violente, pour finalement assouvir une nouvelle suprématie face aux blancs. Le film se conclut sur le rétablissement de la suprématie blanche. Le titre Naissance d'une nation, qui devrait normalement faire référence à l'union entre le Nord et le Sud d'après-guerre, dans une idée d'égalité entre tous les humains, devient ici une union sous le joug du racisme que tout le monde accepte. Mais pour autant, techniquement, c'est l'un des films majeurs en termes d'application d'un premier métrage classique à grande échelle. Donc d'un côté c'est du génie, mais d'un autre c'est un peu gênant quoi. Fort heureusement, Autant n'emporte le vent est plus subtil, ouvert au changement et beaucoup moins manichéen. Rien que le Ku Klux Klan ne reste que mentionné, et leurs actions fortement remises en cause, avec notamment la transformation de l'un d'eux en pancarte. Mon Dieu, quelle horreur. Quel monde de merde. Encore une pancarte de plus.
Mais quelques problèmes sur le traitement des personnages noirs demeurent. Je n'en ai pas vraiment parlé dans mon résumé, puisque les esclaves ne sont sincèrement pas très importants dans le film, si ce n'est le personnage de Mama, la gouvernante de Scarlett, qui s'avère être la voix de la raison, ayant une psychologie fondamentalement bonne. Le personnage reste très caricatural, notamment pour ce qui est de l'accent, et fut critiqué même à l'époque pour cela, mais tout de même traité astucieusement et plutôt à raison. De plus, son actrice, Hattie McDaniel, est la première femme noire à recevoir un Oscar pour cette interprétation, avec la récompense de meilleure actrice dans un second rôle. On est donc bien loin de l'image renvoyée par Naissance d'une Nation, en tout cas pour ce qui est de ce personnage, car tous les autres esclaves sont montrés comme stupides, incompétents, menteurs, parfois violents et surtout regrettant eux aussi l'époque de la ségrégation. Même si le film se concentre bien plus sur l'histoire d'amour, la toile de fond de l'effondrement du Sud colonialiste laisse entendre que l'abolition de l'esclavage est regrettable. Alors bien sûr, ce ton est donné parce qu'on suit le point de vue de sudiste. Mais vous savez, il existe ce phénomène qui... Ah merde, comment il s'appelle déjà? Ah oui, ça me revient. La remise en question. Alors pourquoi ça n'a pas tant dérangé à l'époque ? Eh bien déjà parce que ça a un peu dérangé à l'époque à vrai dire, notamment du côté des communautés noires, mais globalement le fond du film ne fut pas forcément remis en question. Il faut bien recontextualiser que les États-Unis, en 1940, restaient une civilisation extrêmement raciste. Si Hattie McDaniel a effectivement reçu un Oscar, elle n'était en revanche pas autorisée à participer à la première du film, uniquement à cause de sa couleur de peau. Je rappelle qu'il faudra encore attendre quelques années avant que la communauté noire se libère complètement, et que malgré cela, le racisme reste un sujet encore trop actuel. Donc autant le film n'a pas vieilli techniquement, autant son message est resté figé dans un vieil état d'esprit américain. Il n'est pas étonnant donc de voir quelques scandales éclater lorsque certains spectateurs demandent que le film ne soit plus diffusé. Même si empêcher de voir une œuvre est également très critiquable, d'autant qu'Autant n'importe le vent, contrairement à Naissance d'une Nation, ne souhaite pas faire l'apologie d'une race blanche supérieure, mais plutôt montrer la réalité psychologique d'une époque qui, je l'espère, est révolue. D'ailleurs, le sujet est souvent mis sous silence lorsqu'il faut revendre le film, car il n'y a pas vraiment de défense à faire. Et c'est peut-être bien pour cela que le métrage n'est pas tant vendu comme une épopée américaine, alors que cela représente quasiment la moitié de l'histoire, mais plutôt comme une histoire d'amour. C'est globalement ce que les spectateurs ont retenu du film et qui donnera par la suite ce fameux pitch, la plus grande histoire d'amour du 7e art. Mais Billy, on peut pas continuer comme ça là. Tu peux pas te couper à chaque fois que quelque chose te contrarie. Ça marche pas comme ça. Donc le rectangle avec un côté de moins qui se transforme en un segment et un point excentré à la fin du récit, J'aime énormément les formes géométriques. a marqué les esprits bien plus pour son interprétation que par sa logique interne. Parce que sinon, sincèrement... Le personnage de Scarlett, par exemple, est très nouveau, et sa présence apporte le point majeur du film, c'est une femme forte, et l'une des premières au cinéma américain. Comme toujours, il en existait avant, mais très peu. On restait sur un schéma très classique du héros masculin allant au secours de la demoiselle en détresse. Mais ici, Scarlett représente l'exact opposé de cette image. Même si elle est énormément caractérisée par les histoires d'amour qui l'entourent, c'est elle qui les choisit. Sa prise de décision est absolue. Son premier mari est sélectionné par dépit, mais personne ne la forçait, elle le choisit pour rendre jaloux Ashley. Son deuxième, c'est pour avoir masse fric, puisqu'il fait des bonnes affaires, et elle résiste pendant plus de 2 heures, ce qui équivaut diégétiquement à plusieurs années, aux avances métadiscursives de Clarky, avant finalement de céder, mais encore une fois, de son plein gré. Vous voulez savoir comment j'ai gardé patience? Eh bien, je savais tout par avance. C'est ça, lire un scénario. Non, Clarky, arrête, tu racontes n'importe quoi. Le fait que Scarlett accepte Clark Gable en tant que mari répond en réalité à une autre thématique. Au début du film, et pendant toute sa durée, Scarlett est amoureuse d'Ashley, ou en tout cas pense l'être, car il est la représentation absolue du sudiste gentleman. Sacrifiant sa vie de famille pour sa patrie, en participant activement à la guerre, préférant ainsi les valeurs de protection nationale plutôt que celles de ses proches uniquement. Au retour de la guerre, même désabusé, il reste un défenseur du Sud et continue d'être un symbole de ces temps révolus. Si Scarlett est amoureuse de son image de l'homme parfait au début du métrage, elle est par la suite plutôt attirée par la nostalgie du Sud qu'il représente complètement. Au contraire de Clark Gable. Mais je t'en prie. Pas de ça avec moi. C'est tout naturel. Dans l'histoire, Red Butler est un ancien Yankee, à la réputation sulfureuse et est globalement l'antithèse complète d'Ashley. Si ce dernier veut une vie tranquille et familiale, Clarky préfère aller dans des maisons closes et dépenser son argent dans les jeux plutôt que d'aller à la guerre. Même prisonnier, il se lie d'amitié avec ses geôliers, prouvant qu'il ne suit pas une idéologie fixe, mais qu'il fait toujours en sorte de se mettre maximum bien. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, et moi je ne prends que du plaisir. Même si Scarlett veut le cacher, elle est attirée malgré elle par cette individualité et cette envie de sortir des codes préconçus. Si Ashley représente la tradition, Clarky, au contraire, est l'image du mauvais garçon qui suit ses pulsions et ses envies plutôt que les règles imposées.
Et en vérité, Scarlett agit par ce même schéma, ce qui fait aussi d'elle une personne détestable, certes, mais constitue son personnage et donc forcément un rapprochement avec le bad boy. Même si elle ne s'en rend pas compte immédiatement, elle a bien plus de points communs avec Clarky qu'avec Ashley, et aurait sans doute été malheureuse avec le second, vu comment le quotidien semble l'accabler. Le problème que j'y vois personnellement, c'est que dans l'histoire, tout ça dure quasiment 10 ans. C'est une prise de conscience extrêmement lente. Mais le message reste pour autant le même. Scarlett, à la fin, ne choisit non pas la tradition, mais le renégat, celui dont elle avait honte au début. Cela marque une véritable envie de libération et de voir enfin de l'avant. Ah non, du coup comme il se casse, elle retourne au point de départ, du coup ça s'annule. Encore un point commun avec Naissance d'une Nation. Le film revient au début et n'apporte plus rien. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Ah, vous êtes la mauvaise foi? Mais je vous en prie, installez-vous. À la fin, Scarlett ramasse ce qu'elle a semé, car si elle est une femme forte, elle affirme sa façon d'être et ses choix jusqu'à être une véritable tête de mule, doublée d'une manipulatrice, et devient ainsi une véritable antagoniste à tous les autres personnages. Tout le monde la déteste dans le film, et à la fin, elle se retrouve toute seule. Elle a perdu sa famille, sa fille, ses 2 amours, et globalement son pays. Et au-delà de l'histoire romantique, c'est peut-être ça la vraie tragédie du film. Par son caractère, qui avait pour but de la mettre en avant et ainsi d'obtenir tout ce qu'elle voulait, Scarlett a amené la misère tout autour d'elle. Son 2e mari est mort par sa faute, qui devait originellement épouser sa sœur par amour, mais qu'elle lui a chippé uniquement pour l'argent. Ashley a douté de son amour pour sa femme durant toute sa vie à cause d'elle, tandis que Clarky a tout sacrifié pour obtenir son amour en vain. Et c'est sans parler de ce pauvre canasson qu'elle abat gratuitement. Je me rappelle de tout, Scarlett, je m'en rappelle. Et seule Mélanie, celle qu'elle déteste le plus, a pourtant toujours été sa seule véritable amie, jusque sur son lit de mort. Ce personnage est le seul à faire évoluer positivement Scarlett. C'est parce qu'elle accouche qu'elle l'oblige à enfin prendre des responsabilités qui l'amèneront par la suite à reprendre en main Tara et à protéger sa famille, sans quoi elle n'aurait peut-être jamais rien fait. C'est Mélanie, encore une fois, qui tout le long du récit pardonnera constamment Scarlett, avançant qu'elle a un bon fond. Et enfin, au seuil de la mort, alors qu'elle aurait pu 1000 fois l'accuser de toutes les pires immondices, elle la remercie une dernière fois d'avoir toujours été là pour elle, et fait finalement ouvrir les yeux à son ami sur ses véritables sentiments envers Clark Gable. Dans Autant n'importe le vent, l'essentiel du personnage de Scarlett n'est peut-être finalement pas son histoire d'amour, ni même son caractère de femme forte. Mais pour moi, c'est son amitié durable, même si elle est bizarre, avec Mélanie. Au fait, monsieur Mauvaise Foi, oui, vous pouvez partir maintenant. Voilà. Oui. Non mais merci pour tout par contre. Ouais. Voilà. On se serre la main quand. Allez, on se serre la main. Voilà. Des vrais hommes. Je vous rappelle au besoin. Le film possède 3 plans pivots qui vont marquer les différences drastiques dans l'évolution du personnage. Tous montrent Scarlett au pied d'un gigantesque arbre avec en arrière-plan Tara. Le premier pour fixer l'univers parfait du Sud, où la jeune femme est accompagnée de son père. Le deuxième au milieu du métrage, où Scarlett jure ses grands morts qu'elle ne bouffera plus jamais de la terre au pied de l'arbre nu. Et le dernier, où elle revient à Tara, qui a recouvré de sa beauté d'antan et qui se présente comme un nouvel espoir. Même si cela arrive après 4 heures de film, l'utilisation de ces plans, aux 3 moments clés du métrage, montre que Scarlett évolue finalement. Elle a désormais pour ambition d'aller de l'avant. Pour cela, elle affronte son passé directement, en revenant sur les lieux qui l'ont vue, une fois sous le regard de l'insouciance, et une autre fois prête à en découdre avec le monde. Ce n'est maintenant ni l'une ni l'autre qui se présente, mais la femme qui a affronté l'horreur en face, en est sortie et a enfin compris qui elle était réellement. En revenant dans ces lieux gorgés de souvenirs, elle garde l'espoir, non plus du renouveau du Sud, mais bien d'une nouvelle vie dans cette nouvelle Amérique, dans laquelle elle pourra reconquérir Clark Gable, celui qu'elle fuyait et détestait jusque-là, mais qui représente bel et bien la nouveauté. C'est une interprétation assez personnelle, mais je trouve que c'est la part la plus importante du film. Mais après, chaque spectateur va avoir sa propre vision du métrage et donc sa propre analyse. Et c'est peut-être pour ça qu'Autant n'importe le vent est un classique, car il est une immense réussite cinématographique. Même si l'histoire est critiquable sur certains points, elle reste assez intemporelle, parlant de récits d'amour tragiques, de nostalgie, mais surtout d'une force de caractère sans faille pour garder pied lors d'un effondrement social et culturel. La multitude de thématiques qui incorporent une telle fresque parlera forcément au spectateur à un moment ou à un autre. La technique, elle, s'impose magistralement, magnifiant des scènes incroyables et utilisant la couleur avec une grande efficacité, sans être subtile, certes, mais en ayant une force mémorielle prodigieuse. Bien sûr, la musique de Max Steiner, immédiatement reconnaissable, joue un rôle essentiel à la description de cette épopée. Le film s'est imposé dès sa première diffusion comme un mastodonte, qui use de tous les éléments d'Hollywood pour faire le film hollywoodien par excellence. Et s'il peut diviser, il continue de faire parler, et donc d'exister dans les conversations. N'est-ce pas là la marque d'un classique? Ne jamais disparaître, marquer les esprits et inlassablement persister dans les mémoires. Oui, tu as raison, je suis une persistance. Clarky? Mais
Tu peux me parler? À qui d'autre, mon ami? À ton avis, qui contrôle ce projecteur? Mais c'est toi, Billy, depuis le début? Mais bien sûr que non, je ne suis qu'une image dans un film, je pensais justement que tu avais la réponse. Ah, non, je crois juste qu'il a sa propre influence sur lui-même. C'est extrêmement décevant. Mais écoute, j'ai tout de même quelque chose pour toi, mon ami. Wow! Mais tu viens vraiment de me passer un objet depuis une autre réalité filmique? Mais c'est un événement sans précédent! Et c'est un... Un cure-dent? Mais enfin, mon ami, tu sais comme moi que les Américains ont des problèmes de mastication. Oh non... Hayes... S'il a pu se libérer, il va reprendre sa manie de tout censurer. Qu'est-ce que je suis censé faire, Clarky? Franchement, mon cher, c'est le cadet de mes soucis. Oh, mais Clarky est devenu un carton, c'est terrible! T'as vu ça, Billy? Comment on va faire maintenant que... Attends. Tu viens vraiment de faire oui de la tête?